Bien sûr, un salut chaleureux aux Tanuki rôlistes. Que la curiosité et l'aventure soient toujours de votre côté, mais gare aux chemins épineux et aux séductrices aux intentions troubles. Récapitulatif des derniers événements. Notre ami Shaiton a vécu une sortie mouvementée avec Savannah McGuffin, sous l'œil espiègle de farceur, l'esprit malin. Cette balade à cheval l'a conduit à une découverte importante. Des serres hydroponiques et des champs de pavots cachés parmi les cultures de maïs, signes évidents que Rick McGuffin empiète sur les terres amérindiennes et cherche à s'approprier une part du marché illicite, jusque-là partagé entre les coyotes et les Toussins. À peine a-t-il fait cette révélation que Savannah a profité de leur isolement pour séduire Shaiton, qui, après une lutte intérieure, a fini par céder. Leurs relations sont désormais tendues, et Shaiton se retrouve piégé sous le poids de la culpabilité. De retour au ranch, il découvre un invité inattendu, Irving Whitefeather, le chef du conseil tribal, en pleine conversation confidentielle avec Rick McGuffin. Intrigué, Shaiton tente de suivre discrètement Savannah à l'intérieur de la résidence pour en savoir plus, malgré la tension entre eux. Shaiton est maintenant sur le point d'entrer, conscient qu'il pourrait se jeter dans la gueule du loup, ou, du moins, que cette situation ne manquera pas de piment. À toi de décider, courageux Tanuki. Eh bien, je suis Savannah dans la demeure des McGuffin. Je découvre que l'intérieur est aussi luxueux que l'extérieur. Il y a du beau mobilier avec du bois précieux, genre acajou, ébène, des grands tableaux de peintres au mur. Je pense qu'on passe devant même le salon où il y a une énorme télévision comme j'ai jamais vu. Avec des beaux canapés en cuir, tout est assez moderne, mais avec un petit côté aussi un peu traditionnel à la déco. Et du coup, on entre dans la cuisine que je vois assez vaste, spacieuse, avec une grande baie vitrée qui donne sur l'extérieur, avec le gros plan de travail à marbre magnifique, un énorme frigo américain comme j'en ai jamais vu, la gazinière, le four avec les cuivres au-dessus qui pendent. Tout est beau, tout est magnifique, ça pue l'argent. Et du coup, je pense que Savannah va me servir un verre de limonade. McGuffin est un parfait mélange de luxe moderne et de touches traditionnelles, comme pour rappeler les racines de cette famille influente et riche. Les boiseries en acajou et les tableaux qui ornent les murs respirent l'opulence, tandis que les canapés en cuir et l'immense télévision imposent une atmosphère de puissance et de contrôle. Tu ressens cette démonstration de richesse et de pouvoir, contrastant avec l'ambiance plus terre-à-terre de chez toi et de la casse familiale. Arrivé dans la cuisine, avec son îlot central en marbre lisse et ses finitions de cuivre scintillant, tu sens presque un léger malaise. C'est un univers si éloigné du tien, rempli d'apparences et de faux-semblants. Savannah sort une bouteille de limonade d'un réfrigérateur américain immense, presque intimidant, et verse le liquide jaune pâle dans 2 verres en cristal, te tendant en deux. Tu vois, parfois c'est bien de se détendre, non? Je te promets, je vais rien tenter cette fois. Elle sourit, mais il y a un petit éclat dans ses yeux. Quelque chose qui ressemble à de la provocation subtile. Alors que tu prends le verre, tu remarques que Savannah semble se détendre un peu, mais tu sais qu'elle n'a pas oublié ce qui s'est passé entre vous. L'atmosphère est toujours tendue, même si elle essaie de le masquer sous des sourires. Avant que tu n'aies le temps de réagir, tu entends des voix qui viennent de l'autre pièce, probablement Rick et Irving, discutant à voix basse. Les murs épais étouffent leurs paroles, mais tu pourrais probablement entendre un peu mieux en te rapprochant discrètement. Si tu souhaites capter des bribes de leur conversation, on peut tenter un jet d'approche avec souplesse et charme pour t'approcher sans attirer l'attention. Ah oui. Mais attention, Savannah pourrait garder un œil sur toi. Que choisis-tu de faire, Shaiton?
Je suis quand même surpris quand Savannah sort des verres en cristal pour une simple limonade. Je me dis quand même, on n'a pas la même notion à l'argent, elle et moi, clairement pas. Waouh. Je me dis, mais le coin de mon esprit serait bien que j'embarque un verre en cristal en partant pour arrondir les fins de mois. Non, plus sérieusement, quand je commence à entendre les voix de McGuffin, Whitefeather, de Irving, je me dis qu'ils sont sûrement pas loin. J'aimerais bien entendre ce qu'ils se disent. Mais j'ai Savannah dans les pattes et je sais qu'elle va pas, même si elle me dit qu'elle oublie un petit peu ce qui se passe entre nous et qu'elle peut se détendre, je sais qu'elle va me garder à l'œil alors que je suis sous son toit. Et du coup, en fait, je vais sortir l'excuse la plus classique dans ce genre de situations. Tu peux me dire où sont les toilettes, s'il te plaît? J'ai besoin de faire un petit tour. Savannah sourit légèrement quand tu lui demandes où se trouve la salle de bain. Elle semble hésiter une seconde, puis finit par hocher la tête. « Ah, bien sûr, suis-moi. » Elle te conduit à travers un couloir élégant, les murs décorés de photographies en noir et blanc de paysages texans et de portraits de famille. Une fois arrivée devant la porte de la salle de bain, elle ouvre la porte et, à ta surprise, entre avec toi, fermant la porte derrière elle. Dans cet espace confiné, elle se rapproche, un sourire subtilement troublant étirant ses lèvres. « Savannah, tu es sûre que c'est tout ce dont tu as besoin ?» murmure-t-elle, ses mains posées de manière délibérée sur ses hanches, ses yeux plantés dans les tiens avec une intensité qui laisse peu de place au doute. Tu sens ton cœur battre un peu plus vite et la tension monte. C'est le moment où tu pourrais céder ou garder le contrôle. Mais tu te rappelles aussi que chaque geste pourrait t'attirer plus profondément dans ce piège subtil qu'elle a tendu. Que fais-tu, Shaiton? Je pensais pouvoir être tranquille, mais quand je l'entends rentrer avec moi dans la salle de bain et refermer la porte derrière nous, j'ai un petit coup de flip quand même, parce que je suis conscient de la tension sexuelle qu'elle est capable de provoquer entre elle et moi. J'ai pas envie de recéder à nouveau. Ça m'a suffi une fois sur la colline, pas deux. Je tiens trop à Tiana, tout simple pour ça, et j'ai pas envie de tromper ma petite amie. Même si c'est à moitié un peu fait, mais bon. Si ce n'est pas trompé, comme on pourrait dire. Mais j'essaie de me reprendre. Ça, c'est pas bien. Et je me dis que non, mais là, elle est prête pour... Elle va me faire chier, Savannah. Elle va pas me lâcher. Et du coup, je vais lui sortir... un peu en prenant un air un peu embarrassé. Ouais, mais c'est que je voulais faire la grosse commission, donc à moins que tu veuilles rester profiter de l'odeur avec moi, je pense qu'il faudrait mieux que j'ai un peu d'intimité, non? C'est nul comme excuse, mais je la tente. Savannah te fixe, visiblement surprise par ta réponse. Un rire sec lui échappe, et elle secoue la tête, les bras croisés, son expression se transformant en quelque chose entre l'amusement et la frustration. « Bien joué, Shaiton. Ça, c'est bien joué, » dit-elle avec un petit sourire ironique, reculant d'un pas pour ouvrir la porte. « D'accord, prends ton temps, mais ne traîne pas trop. Papa et Irving détestent qu'on rôde trop autour d'eux. » Elle te jette un dernier regard, un peu plus froid et calculateur cette fois, puis quitte la salle de bain en fermant la porte. Tu as gagné quelques précieuses minutes d'intimité, assez pour reprendre ton souffle et décider de la suite. Alors que tu te calmes, tu te retrouves avec une opportunité inespérée. Tu pourras peut-être entendre une partie de la conversation de Rick et Irving sans que Savannah soit sur tes talons. Le risque reste là, mais tu sens que tu peux jouer cette carte avec soin. Que fais-tu? Vu comme elle a fini sa phrase en parlant de son père et de Irving, forcément, j'ai très bien compris qu'elle avait capté que je voulais les espionner. Elle est bien moins idiote que ce que je pensais. En tout cas, elle est moins couillonne que son frère, ça c'est sûr. À moins que Brody me cache
un QI extraordinaire, mais je suis pas sûr. Je suis bien merdé dans ma salle de bain parce que je suis sûr qu'en plus, elle est capable de m'attendre dans le couloir. C'est ce que j'ai fini, ce que j'ai à faire. Donc, je vais un peu tourner en rond quelques minutes, histoire de faire croire que je suis vraiment en train de faire ma grosse commission. Et en fait, je vais coller mon oreille contre la porte pour déjà me aviser si elle est derrière ou pas, si elle m'attend ou pas, ou si la voie est libre. Non, je suis un espion en carton, hein. Tu fais preuve de prudence en prenant quelques minutes pour brouiller les pistes, comme pour te donner une contenance, au cas où Savannah serait postée derrière la porte. Tu écoutes attentivement, essayant de déceler le moindre bruit dans le couloir. L'atmosphère est presque oppressante, chaque seconde te paraissant interminable, alors que tu gardes l'oreille contre la porte. Après un instant, tu n'entends rien qui indiquerait sa présence immédiate derrière. Les bruits de pas lointains, cependant, suggèrent que Savannah s'est éloignée, mais probablement pas très loin. Peut-être attend-elle un peu plus bas, dans le salon ou près de la cuisine, pour te surveiller sans être trop évidente. La voix semble temporairement dégagée, mais tu sais qu'elle pourrait revenir à tout moment, te surprenant si tu t'attardes trop longtemps. Les voix de Rick et Irving sont également faiblement audibles depuis ta position. Une bribe ici et là, laissant entendre qu'ils discutent de projets importants. Qu'est-ce que tu fais? Délicatement, j'ouvre la porte et je retourne dans le couloir à pas de coyote. Et je vais essayer de me diriger le plus près en direction des voix de Rick et Irving. Ne connaissant pas trop en fait comment est foutue la maison des McGuffin, à part située à la cuisine, je ne saurais pas trop en fait par où commencer à aller. Sachant que je peux potentiellement soit tomber en effet sur Rick et Irving et pouvoir les espionner tranquillement, soit sur Savannah qui m'attend dans un coin de couloir, ou alors à tout hasard sur Brody qui est sorti de sa chambre. Donc je vais essayer d'y aller le plus discrètement possible, en tendant l'oreille, les sens aux aguets, pour ne pas tomber sur n'importe qui. Toute la prudence et la discrétion d'un coyote, tu te glisses hors de la salle de bain, avançant lentement dans le couloir pour éviter de faire le moindre bruit. Tu restes à l'affût, tes oreilles captant le moindre murmure, essayant de t'orienter dans ce dédale inconnu. Les voix de Rick et Irving s'intensifient légèrement, t'indiquant que tu te rapproches de leur position, probablement dans un bureau ou un salon plus éloigné de l'entrée principale. Mais le risque est bel et bien là. Chaque coin de couloir pourrait dissimuler Savannah, Brody ou même un autre membre de la famille. Et tu sais que tu dois absolument rester hors de vue pour éviter de te faire prendre. Pour renforcer ta discrétion, on peut lancer un jet d'approche, souplesse et charme, en comptant le désavantage dû à la froideur avec Savannah qui pourrait revenir à tout moment. Pourquoi? Ah, prêt pour putain. le jet? Ouais, bah écoute, souplesse, oui, ça, souplesse, oui, agilité, discrétion, ça va un peu dans ce genre d'approche, donc ça me va y avec du coup des avantages car je peux tomber sur Savannah. Magnifique, heureusement que j'ai un +2 dans cette approche. Ah, j'ai un désavantage, merde, c'est vrai. Ça aurait été beau, bien c'est un succès partiel. J'ai fait un 9, c'est un succès partiel. Du coup, je pense que je vais en fait réussir à arriver au plus près de Rick McGuffin, de Irving Whitefather, et à entendre quelques brides de leur conversation. Mais vu que c'est un succès partiel, il y a forcément un c'est réussi, mais il y a toujours un mais. Donc du coup, je pense qu'en fait, au bout de quelques minutes que j'aurais commencé à entendre leur discussion, je suppose que soit Savannah, soit Brody me surprendraient en arrivant derrière moi. Si tu es d'accord avec ce rebondissement.
Tu avances prudemment dans le couloir, tes pas calculés et silencieux. Peu à peu, tu te rapproches des voix étouffées de Rick McGuffin et Irving Whitefeather et parviens finalement à capter quelques fragments de leur conversation. Tu entends Rick évoquer l'expansion de nos terrains, une opération discrète, tandis qu'Irving réplique d'une voix grave. La tribu aura son dû, Rick, tant que tu gardes ton engagement. Mais alors que tu te concentres pour saisir davantage de détails, un frisson de crainte parcourt ton échine. Tu sens une présence derrière toi. En te retournant lentement, tu vois Brody, les bras croisés, son regard suspicieux planté sur toi. Un sourire carnassier étire ses lèvres, et tu sais qu'il ne t'a pas surpris ici par hasard. Tiens, l'Indien rôdeur dans la maison des McGuffin. Qu'est-ce que tu fais là, Harrow? T'as perdu quelque chose. Tu te retrouves pris entre l'envie de maintenir ta couverture et celle de ne pas lui laisser le dessus. Que fais-tu? Je suis assez intrigué quand Rick parle d'opération discrète. Je suppose qu'il parle de l'implantation des serres et du déboisement programmé d'une partie de la réserve amérindienne. Et assez étonné quand Irving dit que la tribu aura son dû tant que Rick garde son engagement. Je me demande quel engagement ils ont pu prendre tous les deux. Et en fait, quand je sens la présence de Brody, je sens un petit peu et plutôt content d'avoir affaire à lui plutôt que Savannah, parce que je sais que Savannah a un ascendant sur moi. Brody, d'accord, je pense que je peux facilement peut-être essayer de m'en débarrasser. Sauf que bon, quand il me dit tiens, l'Indien rôdeur, alors ça passe pas du tout. Je le prends un peu comme une insulte. Je le regarde, je le dévisage. Alors, déjà, mon grand, on dit natif amérindien, vu qu'on était là avant vous, sur ces terres. Et les Indiens, c'est en Inde. Faut apprendre ta géographie. Puis, ouais, j'ai perdu quelque chose, ta sœur. J'étais avec elle. Et j'avoue qu'il y a un petit brin de provocation dans ma phrase. Brody fronce les sourcils, visiblement peu impressionné par ta correction et encore moins par ta pique sur Savannah. Son sourire disparaît, remplacé par un air de défi, et il croise les bras de manière encore plus arrogante. Oh, monsieur le natif se croit malin, hein? Oui. Tu crois que ma sœur s'intéresse vraiment à toi? C'est toi qui te fais des idées, Harrow. Il te scrute un instant, et tu sens que le fait d'évoquer Savannah le titille encore plus, attisant son arrogance. Tu as réussi à lui faire perdre son calme initial, mais il ne lâche rien. En tout cas, toi et ta famille, vous êtes partout où vous devriez pas être. Si j'étais toi, je me ferais discret avant que quelqu'un te remette à ta place. Son ton est lourd de sous-entendu, mais il te jauge, prêt à répondre à la moindre réaction de ta part. Tu sais que tu pourrais envenimer les choses avec lui, mais cela pourrait aussi attirer l'attention des adultes si cela dégénère. Quelle est ta prochaine action, Shaiton? Il faut que je pèse bien mes mots là. Quand il me sort, ouais, tu crois que ma sœur s'intéresse vraiment à toi? J'ai envie de lui dire, ouais, il y a même pas une heure de ça, elle avait ma queue dans sa bouche. Je vais éviter de dire ça à Brody, j'ai pas envie de me prendre une. Et surtout, je tends l'oreille pour voir, vu que si on parle pas trop fort, pour pas que ça attire son père et Irving. Il dit, non mais je te jure, ta sœur et moi, on fait partie du même club de mécanique, je sais pas si elle en a parlé, et on a sympathisé, et elle m'a proposé de faire un tour à cheval. Si tu veux, on peut aller lui demander. Elle était dans la cuisine, elle m'offrait un verre de limonade et j'étais allé juste aux toilettes. C'est tout. Il n'y a rien de mal, Brody, je te jure. Et j'espère qu'il va croire ce que je dis en même temps. Il y a une part de très grande de vérité dans ce que je dis. Brody te fixe, ses yeux plissés alors qu'il jauge la sincérité de tes mots. Ton ton est calme et ton explication crédible, même si au fond, tu sais que chaque mot masque une réalité plus complexe. Tu gardes le contrôle, évitant toute provocation supplémentaire et optant pour une stratégie plus posée.
Il semble légèrement hésiter, mais son expression reste suspicieuse. Le club de mécanique, hein? Ouais, elle m'a vaguement parlé de ça. Mais t'as pas intérêt à traîner dans cette maison comme un voleur, compris? Il se rapproche, plantant ses yeux dans les tiens pour accentuer sa mise en garde, avant de reculer légèrement. Bon, retourne dans la cuisine et finis ta limonade avec Savannah. Et si je te revois près du bureau de mon père, crois-moi, ça ira pas bien pour toi, Arrow. Il finit par s'éloigner avec un dernier regard en coin, te laissant quelques secondes pour souffler. Mais tu sens que cette confrontation pourrait bien te coûter si tu n'es pas prudent. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Shaiton? Avant qu'il parte, juste au moment où il se retourne, bon, c'est pas pour l'asticoter un petit peu, mais voilà, pour essayer d'être un peu sympa avec lui, je lui dis, bon, de toute façon, Brody, je te dis la semaine prochaine, hein, soit à l'entraînement de football, j'ai hâte d'être sur le terrain avec toi. Et je lui fais un petit clin d'œil. Mais sans vraiment trop en foutre de sa gueule, voilà, juste pour lui montrer que t'as pas forcément à te tirer à balles réelles dès qu'on se voit, voilà, juste qu'on peut être pote. Puis du coup, quand il s'éloignera, peut-être en faisant un petit soupir par rapport à ma phrase, j'irai retrouver Savannah dans la cuisine. Brody se fige un instant à ta remarque sur l'entraînement de football, te lançant un regard en coin. Ton clin d'œil et ton ton détendu semblent déstabiliser légèrement, et il pousse un petit soupir exaspéré, comme pour dissimuler une brève hésitation. Finalement, sans rien ajouter, il s'éloigne en secouant la tête, sa silhouette disparaissant dans un autre couloir. Tu reprends ton chemin vers la cuisine, où tu retrouves Savannah, occupée à vérifier des messages sur son téléphone. En te voyant revenir, elle range son portable, te jetant un regard à la fois curieux et amusé. Savannah. Alors, ça va mieux? Tu as fait connaissance avec la maison des McGuffin? Elle sourit, mais il y a toujours une lueur d'amusement ironique dans son regard. Elle semble attendre que tu dises quelque chose, comme si elle testait tes intentions. Comment souhaites-tu gérer la situation avec Savannah maintenant que tu es de retour dans la cuisine? Alors, déjà, je pense pas, cher maître du jeu, qu'en 1997, il y avait déjà beaucoup de portables, quoique aux États-Unis peut-être, je sais pas trop. Mais pour répondre aux questions de Savannah, en fait, je viens de penser que j'ai prétendument dit que j'étais allé aux toilettes pour faire une grosse commission, mais que j'ai pas tiré la chasse. Donc le fait qu'elle a peut-être pas entendu du bruit de chasse peut lui éveiller ses soupçons. Mais bon, je me dis que voilà, peut-être qu'elle y a pas prêté attention. Et du coup, je finis ma limonade. Ça fait du bien. Écoute, je crois que je vais y aller, moi. C'était très sympa cet après-midi et je te dis merci pour la balade et la limonade. Et puis, ouais, je vais y aller, non? Et du coup, je la pour voir si elle me laisse partir sans rien dire ou non. Ne sachant pas de quoi elle est capable avec moi. Savannah te regarde finir ta limonade, un sourire aux lèvres, mais tu sens toujours ce soupçon de calcul dans son regard. Elle a peut-être noté l'absence du bruit de chasse d'eau, ou même ton détour un peu long pour quelqu'un venu simplement aux toilettes, mais elle n'en montre rien pour l'instant. Eh bien, contente que tu aies apprécié. Elle se penche légèrement vers toi, son sourire s'adoucissant un peu. Je t'en prie, passe quand tu veux pour une autre balade ou une autre limonade. Ces mots sont légers, mais tu devines que chaque phrase est minutieusement choisie comme pour garder son ascendant. Elle te laisse finalement te diriger vers la sortie, son regard suivant chacun de tes mouvements. Juste avant que tu passes la porte, elle lance un dernier commentaire, toujours avec cette fausse nonchalance. Et fais attention à où tu rôdes, Shaiton. Ici, on aime bien savoir qui est dans notre maison. La tension persiste, mais elle te laisse partir sans te retenir davantage.
Une fois dehors, tu sens une bouffée de soulagement, mais aussi l'ampleur des informations que tu as collectées. Il est probablement temps de retourner voir ta famille et partager ce que tu as découvert. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je file directement aux écuries où j'avais garé ma motocross. En espérant justement d'ailleurs que le père McGuffin ne l'a pas vu quand il est arrivé avec son Hummer. Et du coup, je démarre aussi sec que mon engin et faisant crisser les graviers de l'allée centrale, je file à toute allure pour rentrer. Et en fait, je pense pas rentrer à la maison directement, je pense d'abord à aller à la casse automobile, à la casse familiale, pour prévenir de mes découvertes mon oncle et les membres du Spirit Coyote. Parce que je crois que ma mère, de toute façon, elle est encore en réunion avec le conseil tribal. Je crois que c'est peut-être fini la réunion et que Irving était avec McGuffin. Donc je sais pas, de toute façon, je verrai la situation telle qu'elle est en arrivant à la casse automobile de la famille. À ton arrivée à la casse, tu pénètres dans le hangar principal qui sert d'atelier. L'endroit est immense, mal éclairé, baigné de l'odeur de l'huile et de la poussière. Des piles de pneus usés s'élèvent en tours branlantes près des murs, créant des petites allées entre les sections de l'atelier. Au centre, une poutre épaisse traverse la pièce, suspendue avec des chaînes robustes pour soulever les moteurs et les pièces de voiture. Quelques moteurs dégoulinant d'huile pendent encore à mi-hauteur et des outils variés s'entassent sur des établis de bois, chaque surface étant usée par des années d'utilisation. À l'arrière, le véritable QG des Coyotes. Une salle aménagée qui respire à la fois l'histoire et l'esprit de camaraderie du gang. Il y a un bar fait main, avec des étagères pleines de bouteilles aux étiquettes délavées, des verres épais et des tabourets métalliques patinés par le temps. À côté, une table de billard d'un verre usé, où reposent quelques queues de billard marquées de coups et d'entailles. Une grande table en bois massif trône au centre de la pièce pour les réunions, ses coins arrondis par des années de discussions animées et de plans élaborés. Au-dessus, des ampoules suspendues par des chaînes diffusent d'une lumière jaune tamisée, renforçant le côté intimiste et brut du lieu. Aujourd'hui, en plus de ton oncle Dick, 4 membres sont présents. 1. Red Wolf, Isaac Littlefoot, l'imposant ancien boxeur assis en retrait, en train d'essuyer la sueur de son front avec un chiffon sale. Il est celui qui pose rarement de questions, mais dont le regard acéré montre qu'il écoute tout. 2. Hawkeye, Lila Redbird, qui est appuyée contre le billard, un café en main. Elle observe la scène avec un sourire léger, mais ses yeux restent vifs et analysent chaque détail. Elle est probablement revenue d'une mission d'infiltration, son blouson noir presque impeccable. 3. Ghost, Benjamin Running Deer, le plus discret du groupe, qui s'affaire silencieusement avec un ordinateur portable près de la table de réunion. Il est souvent celui qui veille à la sécurité numérique, son air calme dissimulant sa vigilance constante. 4. Bear, le colosse à la carrure imposante, est penché sous une voiture suspendue, ajustant une pièce de mécanique lourde. Son rire résonne de temps à autre, même dans des moments de tension. Il a toujours le mot pour détendre l'atmosphère, mais il se tait quand les affaires deviennent sérieuses. Les autres membres semblent être en mission à l'extérieur, chacun dans leur spécialité respective. C'est moi. Quand j'arrive à la casse, je garde la moto devant l'entrée et je rentre content de voir mon oncle et les autres membres des Spirit Coyotes. Je suppose qu'ils sont en train de vaquer à leur occupation. Mon oncle est en train de réparer une moto, sûrement, ou une voiture, peut-être aider de Bear. Red Wolf qui doit être en train de siroter une bière tranquillement et de manière silencieuse sur une pile de pneus. Hawkeye est en train peut-être appuyer sur le billard, visiblement, un café à la main. Oui. Et Ghost est en train de pianoter sur son ordinateur portable. De toute façon, je vois que tu as tout marqué. Autant pour moi, excuse-moi. Et du coup, en fait, quand je rentre, je pense que tous les regards se tournent vers moi.
Et je regarde avec un peu un air grave. Tonton, les gars, j'ai un truc important à vous dire. Et je tente de voir si j'ai réussi à capter leur attention. À ton entrée, les regards se tournent immédiatement vers toi. Ton oncle Dick se redresse, posant sa clé à molette, le visage curieux mais déjà un peu méfiant. Bear lève son verre, sa main se figeant en l'air et Hawkeye repose lentement sa tasse de café sur le bord du billard. Même Ghost, pourtant plongé dans son écran, lève les yeux, les mains en suspens sur le clavier. « Un truc important, hein ? Eh bien, t'as notre attention, Shaiton. Qu'est-ce que t'as trouvé ?» dit-il, l'ombre d'un sourire en coin, mais avec cette intensité qui fait que tu sais qu'il ne plaisante pas. Tous les regards sont fixés sur toi, chacun d'eux écoutant attentivement, prêt à entendre ce que tu as à dire. L'ambiance s'est soudainement faite sérieuse, et tu sens que chaque mot compte. Comment expliques-tu ce que tu as découvert chez les MacGuffin ? Je vais pas y aller par 4 chemins. Je vais leur dire... Mais je reviens de chez les MacGuffin, là. J'étais à l'orange. Je pense qu'en fait, dès que je dis ça, ils osent tous un sourcil en mode « Qu'est-ce que tu foutais là-bas ?» Et du coup... j'étais juste allé faire un tour d'équitation avec la fille MacGuffin, Savannah. On est dans le même club de mécanique au lycée. Et en fait, j'attends de voir leur réaction quand je leur dis tout cela, que j'étais chez les MacGuffin avec la fille MacGuffin. À ta révélation, tous les regards se figent et tu sens la tension monter dans la pièce. Ton oncle Dick se redresse complètement, les yeux plissés, et Red Wolf lâche un léger grognement, clairement agacé. Bear, assis sur une pile de pneus, secoue la tête en riant doucement, mais sans humour. « Alors, comme ça, t'es allé te balader avec une MacGuffin ?» Il arque un sourcil, son ton mi-sceptique, mi-surpris. « Shaiton, tu sais que c'est jamais une bonne idée de traîner avec ces MacGuffin. Et toi, tu vas jouer les cow-boys avec la petite ?» Hawkeye émet un petit rire sec, mais ne dit rien, se contentant d'observer attentivement ta réaction. Ghost, quant à lui, te jette un regard calculateur, presque curieux, visiblement en train de deviner où tu veux en venir. « Et alors, gamin, tu t'es fait des amis ? Ils t'ont offert du thé avec les biscuits, aussi ?» ajoute-t-il avec un sourire amusé, bien que son regard soit sombre. Tous attendent que tu développes. Tu sais que leur réaction ne sera pas tendre, mais leur attention est bien là, tous te scrutant pour comprendre ce que tu as appris. Je me démonte pas face à toutes leurs interrogations. Et droit et fier, je leur dis il fallait bien que je trouve un moyen pour aller espionner un peu par chez eux, non ? Puis non, Bear. La fille MacGuffin m'a pas offert le thé et les petits biscuits. Juste une limonade et une petite gâterie. Et je lui fais un clin d'œil en disant cela, lui faisant comprendre que j'ai eu une certaine relation avec Savannah. Une relation intime. Ton clin d'œil et ton sous-entendu font effet. Les membres du gang éclatent de rire, certains te lançant des regards approbateurs, d'autres moqueurs. Bear lâche un sifflement en secouant la tête. « Alors, gamin, t'as pas perdu ton temps avec la MacGuffin, la limonade, et plus encore, hein ?» Ton oncle Dick éclate de rire, amusé par la situation malgré le sérieux de votre rivalité avec les MacGuffin. Il attrape une bière et te la tend. « Merci, tonton. » Tiens, t'as gagné une bière, va. Sûr que Cal serait fier de savoir que son fils a fait un tour chez les MacGuffin, à sa façon. Les rires et plaisanteries apaisent la tension initiale, mais tu sais qu'ils attendent la suite, curieux de savoir si ta visite chez les MacGuffin t'a appris quelque chose de plus sérieux. Bon, alors, raconte, Shaiton. Je parie que tu nous ramènes pas juste une histoire de limonade, hein? Il y a du neuf chez ces vautours. Tous les regards sont tournés vers toi, plus attentifs cette fois, prêts à entendre ce que tu as découvert sur les MacGuffin. Je les regarde en reprenant un air plus sérieux. Ouais, j'ai découvert des trucs et ça va pas vous plaire, les gars.
Déjà, j'ai pu voir que les MacGuff, ils commencent à s'étendre leur territoire et à attaquer notre territoire. J'ai vu à la lisière de la frontière avec la forêt de la réserve Iowa des engins de chantier, tractopelles, grues, et surtout ils sont en train de construire des fermes hydroponiques du même genre que l'on utilise pour cultiver la marijuana. Je sais très bien, comme vous l'avez déjà dit, que les McGuffin, eux, leur business, c'est le pavot et que c'est nous, la marijuana, notre business. Mais bon, visiblement, ils n'ont pas l'air de trop s'en soucier et de vouloir jouer sur nos plates-bandes. En tout cas, ils ont déjà commencé à en construire une. La deuxième est en cours aussi. Et ils ont déjà marqué pas mal d'arbres pour commencer à sûrement les abattre d'ici d'eux-mêmes. Je pense que quand je dis ça, l'air devient très grave autour de moi. Donc j'ai pas fini mes révélations. Et quand je suis rentré de balade avec la fille McGuffin, j'ai vu, attention spoiler, devinez qui, le père McGuffin rentrer en compagnie de Irving Whitefather, le chef du conseil tribal. Et j'ai pu un peu tendre l'oreille, et visiblement, il parlait d'expansion et d'un certain engagement qu'ils avaient tous les deux. Je sais pas de quoi il en retourne, mais à mon avis, ça pue beaucoup. Et j'attends en fait leur réaction face à toutes ces révélations. Les visages autour de toi passent de l'amusement à une gravité palpable. Ton oncle Dick serre les poings et ses yeux se plissent de colère. Red Wolf se redresse, le visage impassible mais les muscles tendus, tandis que Hawkeye repose lentement son café, son regard se faisant plus sombre. Ghost détourne les yeux de son écran, clairement intéressé par les implications de ce que tu viens de révéler. Alors, comme ça, les McGuffin nous attaquent directement, et ils ont réussi à traîner ce foutu Irving dans leur combine. Celui-là, je le savais véreux, mais qu'il se vende aux McGuffin, c'est du foutage de gueule. Hawkeye prend la parole, son ton glacial. Ils nous empiètent dessus. Ils ont leur pavot, mais visiblement, c'est pas assez pour Rick. Si on laisse passer ça, on risque de perdre tout le respect qu'on a construit dans le coin. Et si Irving est impliqué, ça veut dire que cette histoire va bien au-delà d'une querelle de territoire. Il pourrait fausser la balance du conseil tribal et isoler ceux qui nous soutiennent encore. Le vieux Irving a jamais été net, mais ça pue le fric facile, et Rick est probablement en train de graisser sa patte. Ton oncle se tourne vers toi, réfléchissant visiblement à haute voix. On va pas les laisser se croire tout permis. Ce serait peut-être le moment de leur envoyer un message avant qu'ils s'en prennent à notre terrain. Ils te regardent tous, chacun manifestant un mélange de colère et de résignation. Tu sens que cette situation appelle à une action. La question est maintenant de savoir comment vous allez riposter. Alors qu'ils sont en train de parler avec eux, en fait, je commence à avoir un plan qui germe en tête. Et je me tourne d'abord vers Benjamin, alias Ghost, notre expert en informatique. Dis-moi, Ben, tu pourrais voir sur ton ordi si on peut voir, je sais pas comment ça s'appelle, des photos satellites du coin, parce que j'ai repéré les lieux. Peut-être qu'on peut voir ce qu'ils trament via des images, je sais pas, voir l'étendue de leurs travaux et de là où ils veulent faire les serres. Et du coup, je pense que je m'approche de lui ainsi que les autres membres du groupe pour voir ce qu'il peut faire avec son ordinateur. Ghost hoche la tête, un mince sourire apparaissant sur son visage, appréciant visiblement que tu fasses appel à ses compétences. Il tape rapidement sur son clavier, les autres se rapprochant pour voir ce qu'il est capable de faire avec les informations que tu as rapportées. Pas bête, Shaiton. Si les McGuffin sont assez stupides pour avancer sur nos terres, on va voir si on peut en obtenir un aperçu. Il lance plusieurs programmes, ses doigts dansant sur le clavier avec une précision calculée.
Je peux accéder à des images satellites publiques et des archives, mais pour des données plus récentes, il va falloir ruser un peu. Donne-moi une minute. Pendant qu'il travaille, Hawkeye s'approche, les bras croisés. Hawkeye. Si on arrive à voir jusqu'où il compte avancer, on pourrait planifier une contre-mesure. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas goûté à ce que les coyotes savent faire. Ghost continue de manipuler les images sur l'écran, superposant les vues satellites pour évaluer l'étendue des travaux des MacGuffin. Au bout d'un moment, une image apparaît montrant une zone forestière en bordure du terrain des MacGuffin, avec ce qui semble être les débuts d'une serre, entourée de machines de chantier en attente. Ghost! Voilà! Ils ont clairement commencé à marquer leur territoire. Tu vois ici, les zones claires sont les espaces déjà défrichés. Si je continue avec un logiciel de modélisation, je peux prédire l'étendue des travaux. Les autres regardent avec attention, chacun d'entre eux affichant un mélange de colère et de concentration. Dick finit par poser une main ferme sur ton épaule. « Eh bien, gamin, c'est ton idée? T'as une idée de ce qu'on fait maintenant? » Pendant que Ghost fait son truc avec son logiciel de modélisation, quand mon oncle Dick pose sa main sur mon épaule et me demande si j'ai une idée, je suis rempli d'une grande fierté à ce moment-là, car clairement là, il vient de me donner un peu le lead de l'opération. C'est une sacrée marque de confiance en moi alors que je suis encore qu'un minot. Je suis vraiment heureux. Je cache un petit peu, mais voilà. Il y a ce petit ego là, cette petite bouffée d'ego là et de fierté à moi là, je suis content. Et du coup, je réfléchis, je pense que c'est le moment idéal pour une mission de sabotage. Qu'en dites-vous, les gars? Une lueur d'approbation passe dans les yeux de ton oncle et un sourire malicieux se dessine sur le visage de Bear. Ah, c'est ça que j'aime entendre, fiston. Un bon sabotage un peu dans notre style, histoire de leur montrer qu'on n'apprécie pas trop leurs petites avancées. Red Wolf se redresse, son visage sérieux mais visiblement prêt à en découdre. Si on fait ça, on va le faire correctement. Pas de demi-mesure. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils sont en terrain hostile. Hawkeye sourit à son tour, déjà en train de calculer les mouvements possibles. Alors, ce sera sans moto ni blouson des coyotes, on part en mode incognito. Ça veut dire qu'on s'équipe léger et discret. Une fois sur place, on coupe ce qu'on peut couper et on laisse les bulldozers en souvenir. Ghost, toujours concentré sur ses images satellites, lève les yeux. Je peux aussi brouiller les caméras locales et effacer les traces numériques après notre passage. Ça vous évitera d'être repéré. Tu sens que ton idée de sabotage a fait son effet et que chacun est prêt à suivre ton lead pour cette opération. Il ne reste plus qu'à préparer les détails. J'apprends un peu tout ce qui est proposé. En effet, y aller sans moto, sans blouson, c'est une très bonne idée, histoire qu'ils ne mettent pas ça sur le dos. Passer en mode incognito comme des ombres. J'approuve le fait de saboter directement les bulldozers et tout, les câbles de démarrage par exemple, ce genre de choses. Pareil, je trouve ça très bien. Puis je réfléchis et je leur dis... je pense pas, quand j'étais sur la colline, j'ai vu qu'il y avait des gens qui bossaient sur place. Je sais pas si c'était de simples travailleurs ou des gardes, donc je sais pas s'il y aura une opposition. Peut-être que la nuit, il y a quelques gardes qui surveillent les lieux. Mais je pense quand même, même si ça vous démange, je me tourne surtout vers Hawkeye, qui, je sais, est une ancienne militaire et experte des armes à feu. Mais je pense que ce serait peut-être mieux d'y aller... plutôt avec des battes de baseball, histoire de peut-être casser quelques crânes, mais éviter de faire des coups de feu qui pourraient alerter aux alentours. Ah, et je pense que les cerfs, vaut mieux arracher les plants de marijuana qu'ils ont plutôt que d'y mettre le feu, vu que la forêt en plus c'est pas loin, hein, serait con qu'on perde le contrôle d'un incendie et qu'on brûle nos propres terres aussi.
Ton oncle acquiesce avec un sourire approbateur. Exact, fiston. On va faire ça proprement et sans risque inutile. Les battes de baseball feront bien l'affaire. Te lance un regard admiratif, un sourire en coin. Bien vu, Shaiton. Pas de feu de joie inutile. Arracher les plans, couper les câbles et s'assurer que tout soit inutilisable. Ils vont trouver leur petit jardin bien vide au matin. Bear rit doucement, tapant du poing dans sa paume. Ça me plaît. Je vais en prendre une, de batte, et faire en sorte que tout ça reste tranquille. Ghost se tourne vers toi avec un hochement de tête. Je m'occupe du côté numérique. J'ai tout ce qu'il faut pour brouiller les signaux et surveiller les caméras. Dès qu'on entre dans le périmètre, je m'assure qu'il n'y ait aucune preuve de notre passage. Ton plan est accepté par tous, chacun se préparant pour l'opération. Hawkeye prend en main la logistique des battes et s'assure qu'il n'y ait aucune arme à feu visible. Dick propose même quelques pinces coupantes pour les câbles et Bear prépare un petit sac d'outils discret pour tout ce qui pourrait saboter les engins de chantier. Dick te jette un dernier regard. Prêt à prouver ce que vaut un Arrow, gamin? C'est toi qui as eu l'idée. Alors tu nous mènes. Alors là, mon taux de fierté personnel, il est à son maximum quand mon oncle me dit que c'est moi qui vais mener les opérations. C'est un gros poids sur mes épaules, une hyper grosse responsabilité, mais j'en suis tellement heureux de voir qu'il m'intègre comme ça dans le gang. J'imagine tellement que mon père pourrait être fier de moi s'il était là. C'est peut-être un des plus beaux jours de ma vie, de me sentir comme ça accepté et mis en avant. Mais je vois quand même les autres et tout, pour voir ce qu'ils en pensent eux en fait, de voir que après tout c'est qu'un gamin de 16 ans, un ado, qui va les diriger dans une mission de sabotage contre nos plus gros rivaux. Du coup, j'avoue que j'ai besoin en fait de leur appui visuel et silencieux pour savoir s'ils sont prêts tous à me suivre. Et en fait, je tends mon poing devant moi, comme pour faire le check d'équipe et pour voir si ils me suivent ou pas en mimant le geste. Ton oncle te fait un signe de tête avec un sourire fier, les autres membres autour de toi suivant ton geste avec sérieux. Bear pose sa main sur ton poing tendu en premier, un éclat respectueux dans le regard. Un Arrow pour nous guider, je suis partant. Hawkeye sourit, déposant aussi sa main en signe d'appui, ses yeux brillants d'intensité. Bien vu, Shaiton. C'est pas l'âge qui compte, mais le cran et l'intelligence. T'as les deux, alors on te suit. Ghost est le dernier à rejoindre le check, son sourire discret en coin. Ghost. On est avec toi, Shaiton. Ensemble, on fait ça dans les règles. L'ambiance dans le hangar se charge d'une énergie collective, presque électrique. Les coyotes sont prêts et tu le sens. Ils te font confiance, tous unis dans cette mission de sabotage. Il est temps d'agir, et tu sais que chaque geste comptera. Prêt pour le départ? Je pense que déjà, en fait, tout le monde va un peu s'équiper, se préparer. On va attendre que la nuit tombe. Là, c'est à peine le début de soirée, donc on a encore 3-4 heures tranquilles devant nous. Je sais pas en fait comment Ghost il va quand s'y prendre, parce qu'on est en 97, donc je sais pas si au niveau ordinateur portable, il a ce qu'il faut à cette époque-là pour gérer tout ce qu'il compte faire sur place. Ou s'il a besoin, je sais pas, de matériel plus lourd qui prend plus de place. Dans ce cas, peut-être qu'on aura prévu une camionnette ou un pick-up avec ce qu'il faut, mais voilà, je sais pas du tout au niveau informatique comment il peut faire en 97 pour mener ce genre d'opération. Donc je te laisse me dire un petit peu comment il s'y prend. Je pense que Bear et Red Wolf vont s'équiper avec tout le matériel de coupage de câbles et autres. Je pense que Hawkeye aura quand même, la connaissant, caché discrètement une arme à feu dans son jean et peut-être un fusil à pompe dans un des véhicules. Je la connais assez pour savoir qu'elle préfère toujours être préparée à toute éventualité au cas où. Et elle sera la seule au courant de ce qu'elle emporte comme arme à feu avec elle.
Puis moi, de mon côté, en fait, je vais prendre un peu à partie mon oncle, car j'ai une question à lui poser. Tonton, dis-moi, tu crois qu'on devrait en parler à maman? Parce que bon, je sais qu'elle était en réunion avec le conseil tribal, là, je pense qu'elle doit encore y être et qu'elle va s'occuper du dispensaire communautaire, mais tu crois qu'on la met au courant de notre opération de ce soir ou pas? Ghost te rassure quant au matériel. J'ai ce qu'il faut, pas de souci. En 87, c'est du bricolage, mais j'ai mes disquettes prêtes et un modem de secours pour brouiller les caméras s'il le faut. Ça nous suffira pour une mission discrète. Il mentionne qu'il a chargé tout le nécessaire dans un pick-up, prêt à tout brancher une fois sur place. La technologie n'est pas aussi performante qu'aujourd'hui, mais Ghost a l'art de s'adapter aux ressources de l'époque. Bear et Red Wolf, eux, se préparent méthodiquement. Red Wolf choisit les outils les plus efficaces pour le sabotage, comme des pinces de découpe pour les câbles de démarrage, tandis que Bear se charge de renforcer le matériel avec des outils de rechange et un pied de biche, juste au cas où. Hawkeye, toujours prévoyante, glisse discrètement un pistolet dans la ceinture de son jean et place un fusil à pompe bien caché dans un des pick-up, prête à parer aux imprévus sans alerter toute la forêt. Lorsque tu prends à part ton oncle pour lui parler de ta mère, il devient sérieux. Il réfléchit un instant avant de poser une main rassurante sur ton épaule. Ta mère est forte, Shaiton, et elle déteste les MacGuffin autant que nous. Mais parfois, elle veut éviter les conflits pour protéger notre famille. Il regarde un moment le ciel, comme pour peser ses mots. Elle pourrait ne pas être d'accord si elle apprend qu'on y va ce soir. C'est risqué, mais elle comprendra si on réussit. Il te sourit, un sourire fier et confiant. On va faire ça bien, Shaiton. Pour elle, pour toi et pour Cal. La nuit tombe lentement et tout le monde est presque prêt. Ton oncle te laisse le choix. Partir sans en parler à ta mère ou lui laisser un message, au cas où. Non, je pense que je vais rien dire à ma mère. Mais quand même, avant le départ, j'appellerai à la caravane de grand-père Bigby pour savoir comment il va et du coup, s'il peut garder Mika pour la nuit. Parce que je rentre pas, je prétexte que je dors chez un copain, chez Sam, maintenant qu'il le connaît. Et du coup, après, je retourne préparer avec les autres. Et du coup, je pense qu'on va prendre 2 pick-up pour y aller, vu qu'on est 6. Et je tiens à me dire, en fait, qui monte avec qui, vu qu'on est 6. Je pense qu'il y en a 3 par pick-up. Donc, je laisse faire un peu la répartition du groupe, s'il te plaît. Ton grand-père Bigby décroche et sa voix apaisante résonne à l'autre bout du fil. Il accepte volontiers de s'occuper de Mika pour la nuit, te souhaitant discrètement bonne chance, devinant sans poser de questions que quelque chose d'important se prépare. De retour au hangar, l'équipe est prête, les outils chargés. Dick répartit les membres dans les pick-up. Dans le premier pick-up, ton oncle Dick prend le volant, avec Hawkeye à ses côtés et Ghost à l'arrière, ses équipements rangés à portée de main pour activer les brouillages dès que vous serez sur place. Dans le second pick-up, Bear prend la conduite, toi installé côté passager avec Red Wolf à l'arrière, ses outils soigneusement posés sous le siège. Les moteurs ronronnent doucement alors que vous vous mettez en route sous la couverture de la nuit, les phares tamisés pour éviter d'attirer l'attention. Eh bien, je te propose, cher maître du jeu, que nous jouions la suite la prochaine fois. Qu'en dis-tu? Ça me va parfaitement. On reprendra donc à l'approche du site des MacGuffin, avec toute l'équipe prête pour l'opération de sabotage. Les tensions, les risques et cette première mission sous ta direction promettent de sacrés rebondissements. Hâte de continuer cette aventure avec toi.
Et bien sur ce, amis tankirolistes, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures de Shaiton. Bonne soirée à vous.